Je fêtais ma majorité en parcourant la Nouvelle-Angleterre à des fins touristiques, archéologiques et généalogiques. Et j'avais projeté d'aller directement de Newburyport à Arkham, berceau de la famille de ma mère. Ne possédant pas de voiture, je voyageais en train ou en autocar, en choisissant toujours le trajet le moins coûteux. À Newburyport, on me dit que le chemin de fer était le moyen le plus rapide de gagner Arkham. Ce fut à la gare, tandis que j'hésitais à prendre un billet trop cher pour moi, que j'appris l'existence d'Innsmouth. Howard Philip Lovecraft, Le cauchemar d'Innsmouth. Bienvenue dans les Échos d'Arkham, une série de podcasts dédiés au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Je suis Kevin et dans ces discussions, je suis rejoint par mon ami Guillaume, un autre passionné par ce jeu emblématique du paysage rôliste. Salut Guillaume. Salut Kevin et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode que nous avons nommé un épisode boîte à outils qui va être le premier d'une série où on va s'intéresser à s'appliquer à décortiquer les règles du manuel du gardien, chapitre par chapitre. Et aujourd'hui, nous allons parler de la création de personnages. Voilà, parce qu'on commence toujours par ça. Donc ça correspond au chapitre 3 du manuel du gardien et au chapitre 3 du manuel de l'investigateur. Alors, cet épisode, il pourra vous intéresser si vous êtes débutant, apprenti maître de jeu ou apprenti joueur, parce qu'on va rentrer un peu dans le détail de la création de personnages, mais on l'espère, il pourra aussi vous intéresser si vous êtes un joueur ou un maître de jeu un peu plus chevronné, parce qu'on va vous présenter quelques variantes, puis quelques anecdotes aussi de nos propres créations de personnages. Alors des variantes qui peuvent être des variantes officielles qu'on trouve dans les règles de Edge maintenant, de la 7e édition présentée par Chaosium, ou qui peuvent être des variantes maison qu'on a testées de notre côté ou ensemble. On se base pour vous parler éventuellement, pour vous renvoyer aux pages. Alors moi, c'est le manuel de gardien de la 7e édition des éditions Sans Détour encore. Je suis encore avec le bon vieux Cthulhu en costume. Et pour le manuel de l'investigateur, par contre, je suis sur le livret de Edge que j'ai acquis récemment. Mais ne vous inquiétez pas, parce que tout proche de nous, nous avons quand même une petite pile avec différents tomes des différentes éditions, du coup de toutes les éditions françaises actuellement connues. Alors, effectivement, il y a quand même eu quelques évolutions au travers des 7 éditions. On y reviendra un petit peu en détail pour chaque point, mais est-ce que tu pourrais nous donner un petit survol de ces évolutions, Kevin, même si on en a déjà parlé? Oui, je peux. Alors, je me suis replongé dans ces différents ouvrages et j'ai essayé de noter les choses qui étaient un peu différentes entre les différentes éditions. Donc, vous le savez, ou en tout cas, si vous ne le savez pas, je vous réfère aux premiers épisodes qu'on a fait, où on a parlé des différentes éditions, en tout cas de la création du jeu. Mais en France, on a commencé par la 2e édition américaine. Donc on a eu la 2e édition, puis la 4e édition américaine. Sur ces deux premières éditions qu'on a eues en France, on est sur la même création de règles. On n'a pas de différence particulière. La 5e édition, ce que je vais trouver intéressant, c'est qu'en page 16, on va, pour ceux qui ont le manuel, celui-là avec la couverture de Casa, on va avoir un premier récapitulatif de la création de règles. Vous savez, cette espèce de double page où on a étape 1, faire ceci, étape 2, faire cela, etc. Ça, c'était plutôt agréable parce qu'au départ, créer un investigateur, même s'il n'y avait pas énormément de pages, pour retrouver les informations, c'était pas forcément évident des fois.
Donc ça, c'était une première petite évolution dans la mise en place des bouquins. Ensuite, on va arriver sur... Ah oui, et d'ailleurs, on va passer de la fameuse... les points qu'on va distribuer pour les compétences passent d'une éducation x15 à une éducation x20. Ça va être la grosse différence entre la deuxième, quatrième édition et la cinquième. Et ensuite, la V6, là, on va commencer à avoir des différences. Déjà, la V6, elle était très particulière. Elle a été développée, c'est une création française, c'est pas juste une copie de la version américaine. Et là, à l'époque, Sans Détour nous proposait déjà 3 styles de jeux différents, 3 styles de scénarios différents. C'était soit l'horreur Lovecraftienne, l'investigation occulte ou l'aventure pulp. Alors du coup, ça changeait déjà dans la création du personnage. Parce que, pour exemple, l'horreur Lovecraftienne, pour distribuer les points de compétences, on passait d'une éducation x20, pour l'investigation occulte, éducation x30, et l'aventure pulp, éducation x40. Donc déjà, on avait une grosse évolution par rapport à ça. Et pareil, quand on multiplie son intelligence, c'était par 10, par 15 ou par 20. Donc là, on a quand même des grosses différences en termes de distribution de points. En plus, dans cette 6e édition, on avait plusieurs méthodes de répartition de points. Et ça, on va le voir dans la 7e. Tout à l'heure, Guillaume va nous en parler aussi. Il y a différentes méthodes. Mais la V6 nous proposait 2 méthodes. La première, c'était en fonction des jets de dés, donc un peu, on va dire, classique. La deuxième méthode, c'était une répartition de points qui était déjà fixée au départ. Alors, je précise que là, tu parles des points de caractéristiques et pas des points de compétences. Il s'agit de la première étape, l'étape sur les caractéristiques. En fait, là, sur la version 6, sur la V6, ouais, c'est bien, par exemple, 320 points. C'était pas des caractéristiques simples, c'était vraiment les compétences, là. Ah, d'accord. Ouais. Là, par exemple, tu vois, on va avoir, toujours pareil, sur l'horreur Lovecraftienne, on va avoir 320 points à répartir sur les caractéristiques liées à ton métier ou sur les compétences, voilà. Sur ça, et ensuite 150 points de placement libre. Ouais, exactement. Et ça, c'était pour l'horreur Lovecraftienne. Pour l'investigation occulte, on passait de 320 points à 480 points et de 480 points à 640 points pour l'aventure pulp. Donc là, on a déjà une grosse différence à ce niveau-là. Pour la V7, tu vas en parler. Voilà, il y a aussi des différences, différentes méthodes pour créer son investigateur. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour l'évolution. Mais grosso modo, en tout cas, les caractéristiques de base ont toujours, de ce que j'ai vu, ont toujours été identiques. Et ça, tu vas nous en parler. La V7 n'y coupe pas, c'est la même chose. Oui, c'est la même base, c'est la même idée, même si la particularité de la V7, c'est qu'on est sur une base 100 et plus sur une base entre 3 et 18 ou 3 et 21, et 6 et 21 pour l'éducation. Mais on rentrera dans les détails tout à l'heure. Alors, à titre d'exemple, si vous voulez revenir un petit peu au contenu des écrits de Lovecraft, j'ai trouvé dans les œuvres de Lovecraft quelques exemples de personnages qui sont clairement, qui pourraient être des investigateurs de scénarios. Par exemple, c'est Francis Wayland Thurston dans L'Appel de Cthulhu, de 1928, puisque c'est un personnage qui va mener l'enquête au risque de sa vie en reprenant l'enquête de son grand-oncle. Donc c'est typiquement un investigateur. D'ailleurs, si le jeu de rôle s'appelle L'Appel de Cthulhu, c'est pas un hasard, c'est parce que c'est sûrement la nouvelle la plus représentative de ce que voulait simuler le jeu comme aventure. Nous avons Robert Olmsted, le héros du cauchemar d'Innsmouth, que j'ai cité en introduction. Nous avons le géographe, son nom n'est pas cité, dans La couleur tombée du ciel. Nous avons un des plus mémorables, Albert N. Wilmarth, dans Celui qui chuchotait dans les ténèbres.
Nous avons un groupe d'investigateurs composé de professeurs de l'université Miskatonic, Henry Hermitage, Francis Morgan et Warren Rice, donc de l'université Miskatonic d'Arkham, dans L'Abomination d'Innsmouth de 1929. Et pour citer une œuvre qui est où Lovecraft a participé, a aidé, nous avons l'ethnologue dans la nouvelle Le Tertre de Zéalia Bishop, qui est paru en 1940. C'est intéressant que tu reviennes sur un listing d'investigateurs qu'on peut retrouver dans les œuvres de Lovecraft, parce que en fait, dans les œuvres de Lovecraft, il n'y a pas que des investigateurs. Et c'est ça ce que tu disais, et ça fait écho à ce qu'on disait dans le tout premier épisode des Échos d'Arkham, c'était que, par exemple, la personne qui a traduit l'appel de Cthulhu, le jeu en France, s'était posé la question, il était amateur de Lovecraft, et il se demandait mais quel est l'intérêt de jouer dans les mondes de Lovecraft ? Et en fait, il s'est aperçu en lisant les règles que ce qui est intéressant, c'est l'enquête. Donc en fait, on s'aperçoit quand même qu'il y a un gros parti pris du jeu, de l'auteur du jeu, de se dire ça va pas simplement on va pas simplement se plonger dans une nouvelle de Lovecraft, mais on va se plonger dans une nouvelle où il y a de l'enquête. Oui, en plus, la particularité des nouvelles de Lovecraft, c'est souvent que la limite, la frontière entre l'actif et le passif, entre l'acteur et le spectateur, elle est dure à trouver. Après tout, ces malheureux investigateurs, ils ne peuvent pas grand-chose, si ce n'est lire, comprendre, découvrir. Et souvent, ça s'arrête là, leur malheureuse... les actes qu'ils font s'arrêtent là parce qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus pour lutter contre la volonté des grands anciens. Alors, nous allons vous présenter ce podcast. Globalement, on va suivre les 5 étapes de création présentées par Edge, enfin présentées dans le manuel de l'investigateur ou le manuel du gardien. Mais globalement, ça se divise en trois grandes parties. Une partie sur les caractéristiques, qui est classique pour le jeu de rôle. Une partie sur les compétences, parce que alors ça c'est vraiment le point crucial sur l'appel de Cthulhu, où les investigateurs sont ce qu'ils savent être, ce qu'ils savent faire et ce qu'ils connaissent, et une partie plus créative, plus romanesque, celle de la création du profil et de l'historique. Alors, par quoi on commence ? Eh bien, forcément, on commence dans l'ordre qui nous est imposé pour la création du personnage, c'est-à-dire qu'on commence par les caractéristiques. Elles donnent une valeur chiffrée à une représentation physique, intellectuelle ou morale de votre personnage. En fait, c'est tout simplement se poser la question, votre personnage est-il petit, grand, fort, agile, intelligent ? Et pour cela, on va passer par des données chiffrées qui peuvent être déterminées au hasard par des tirages de caractéristiques. Alors, ces caractéristiques, elles sont au nombre de 8 et elles font l'objet de tirages de dés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont sur une base 100. Donc elles permettent le tirage de dés 100, de 2 dés à 10 faces, pour déterminer si on est en dessus ou en dessous de la caractéristique, alors que précédemment, dans les précédentes éditions, le tirage des caractéristiques se faisait sur une base de 20,
puisque en gros, on avait des caractéristiques qui, pour la plupart, étaient entre 3 et 18, et pour lequel on pouvait faire un tirage sur un D20 pour savoir si on réussissait ou si on ne réussissait pas le jet de caractéristiques. Alors, il faut préciser qu'il y avait des jets bas 100. Les jets d'idées, c'était par exemple l'intelligence x 5. Mais l'idée, c'était plutôt que les caractéristiques, elles étaient sur une base 20. La 7e édition, elle a simplifié les choses en disant non, tout est sur une base 100, donc on peut faire des jets de n'importe quelle caractéristique. Alors, dans l'ordre, on commence par la caractéristique classique de chez Classique, qu'on trouve pratiquement dans tous les jeux de rôle. La première caractéristique de Donjons et Dragons, par exemple, c'est la force. Donc, la force, on tire 3 dés à 6 faces, on les additionne, on multiplie le résultat par 5, et on obtient sa force, qui correspond en gros à sa puissance musculaire. Ensuite, toujours pas très original et toujours physique, la constitution. La constitution se tire elle aussi avec 3d6 et on multiplie aussi par 5 pour obtenir sa résistance physique. La constitution est aussi une des caractéristiques qui permettra de déterminer les points de vie. Ensuite, nous avons, alors ça c'est plus original, on ne la trouve pas dans Donjons et Dragons, c'est la taille. La taille s'obtient en ajoutant 2 dés à 6 faces, le tirage de 2 dés à 6 faces plus 6 et en multipliant par 5. Elle représente en gros la hauteur, la taille et le poids. Donc en fait, quelqu'un qui a une grande taille, qui a un 17 ou un 18 en taille, c'est pas forcément quelqu'un qui va mesurer 2,10 m. Ça peut être quelqu'un aussi de très large d'épaule ou de grassouillet. Ensuite, toujours dans les caractéristiques physiques, la dextérité. Donc là encore, on tire 3 dés à 6 faces, on multiplie par 5. Ça représente à la fois l'agilité, la rapidité et la dextérité, dans le sens son efficacité et sa précision à utiliser ses mains et à faire des choses avec ses mains. Ensuite, l'apparence. Toujours une caractéristique physique. L'apparence s'obtient en tirant 3 dés à 6 faces et en multipliant par 6. C'est la beauté, mais aussi le charisme. Vous allez me dire, la beauté, c'est très subjectif. Le charisme, ça peut l'être un peu moins. Donc, quelqu'un qui a beaucoup en apparence, c'est pas forcément que un homme ou une femme très beau ou très belle. Ça peut aussi être quelqu'un qui va vous frapper au premier regard, dont vous allez être touché par la présence, qui va vous impressionner d'une façon ou d'une autre. Ensuite, on passe à des caractéristiques qui sont plus mentales, plus spirituelles aussi. On commence par l'intelligence. L'intelligence s'obtient en tirant 2 dés à 6 faces et en rajoutant 6, et on multiplie par 5. Donc ça représente les capacités intellectuelles et déductives. Une caractéristique qui est un peu particulière, c'est le pouvoir. Le pouvoir s'obtient en tirant 3 dés à 6 faces et en multipliant par 5. C'est la caractéristique sûrement la plus difficile à comprendre. C'est à la fois la force de caractère et l'équilibre mental. Ça peut aussi être une certaine sensibilité à ce qui est caché, à une certaine sensibilité à la magie. Enfin, the last but not the least, parce que c'est une caractéristique très importante pour la suite de la création de personnages, c'est l'éducation, qui s'obtient en tirant 2 dés à 6 faces et en ajoutant 6, comme la taille par exemple ou l'intelligence, et en multipliant par 5. Alors, elle n'est pas forcément liée à des études universitaires. Quelqu'un qui a une forte éducation, il peut l'avoir parce qu'il a beaucoup bourlingué dans les pires bouges de la planète.
Précisons, tiens, pour un rappel aux éditions précédentes, que précédemment, l'éducation se tirait en tirant 3 dés à 6 faces et en rajoutant 3 dans la première version et puis même dans les versions qui ont suivi jusqu'à, je sais plus, jusqu'à la 5e ou à la 6e au moins. D'ailleurs, si tu me permets, l'éducation, donc, tu as dit que c'était pas forcément lié aux études. Moi, je voulais te lire un petit passage, si tu me le permets, de la première édition, qui explicite un petit peu plus. Livre bleu que nous aimons tant. Exact. Tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que ça a un peu évolué avec la V7 ou pas? En termes de jeu, l'éducation mesure l'aptitude d'un personnage à connaître des faits qui ne sont pas déductibles par le recours de sa seule intelligence. Par exemple, si un personnage entend une mélopée dans le lointain alors qu'il se trouve dans une forêt, son éducation peut lui donner une chance de discerner dans quelle langue elle est chantée, même s'il ne comprend pas cette langue. L'éducation est aussi l'aptitude du personnage à connaître des formules chimiques simples, à pratiquer les mathématiques élémentaires et à posséder quelques rudiments en biologie. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh ben, effectivement, moi je me rappelle qu'avec la première édition, on avait alors je sais pas, je vais pas dire une compétence, c'est plutôt une valeur dérivée qui était la connaissance, qui était la multiplication de l'éducation par 5. Et on avait souvent tendance à utiliser des jets de connaissances pour des cas comme ça, qui pouvaient dépendre de connaissances simples dans une compétence. Par exemple, la linguistique, pour déterminer de quelle langue il s'agissait, mais pour lequel, même sans connaissance en linguistique, on voulait laisser aux joueurs la chance de trouver l'information. Donc ces jets de connaissances, ils étaient, pour ma part en tout cas, ils étaient souvent utilisés pour ce genre de choses, des connaissances un peu vagues, mais basiques. Ok Guillaume, avec tout ça, donc on a acheté nos dés, on a ça en force, ça en constitution, ça en taille et tout ça. Est-ce qu'on est vraiment bloqué comme ça avec ça ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant? Alors, la règle de base, on va parler un petit peu des options et des variantes par rapport à ça. La règle de base, c'est le tirage aléatoire des caractéristiques une par une, dans l'ordre que je vous ai donné. Je pense que c'est l'ordre du livre. Donc, on tire ces caractéristiques et c'est le hasard qui détermine de tout. Du coup, le hasard oriente forcément votre création et le hasard peut avoir pour effet de créer un petit peu des aberrations, des personnages, déjà pas forcément le personnage que vous imaginiez, et ensuite des personnages pour lesquels les caractéristiques vont pas forcément bien ensemble. Moi, je m'en rappelle, dans la toute première version, les premières boîtes qu'on a en France de Donjons et Dragons, version Moldvay et Metzner, tu tirais tes caractéristiques et en fait, c'est ce que tu dis, en fait, ça te bloque dans un certain type. Oui. Si tu avais autant en force, tu pouvais être un guerrier, mais tu ne pouvais pas être un magicien, par exemple. Ouais. Est-ce que là, c'est un peu la même chose, du coup ? Pas vraiment. Mais par contre, effectivement, si on reste sur les règles de base, si tu te projetais dans un personnage intellectuel, que tu as une faible intelligence et une faible éducation, soit il va falloir un petit peu le tordre, soit il va falloir changer ton fusil d'épaule. Hein. C'est pour ça que je pense que, moi je pratique et je pense qu'on est pas mal à pratiquer ce qu'on appelle la distribution libre. C'est l'option 3 du manuel de l'investigateur. C'est-à-dire qu'on fait les tirages de 5 fois de 3d6 et on répartit au choix entre force, constitution, dextérité, apparence et pouvoir. Puis 3 fois 2d6 plus 6 à répartir entre taille, intelligence et éducation.
Après, vous multipliez par 5 pour avoir votre résultat définitif. Alors, l'avantage, c'est la liberté. L'inconvénient, c'est que vous risquez de délaisser certaines caractéristiques. Laquelle on élimine en premier? Ça y est, je reviens. Je veux dire, on a souvent eu des groupes d'investigateurs qui étaient tous très laids parce que l'apparence était considérée comme la caractéristique la moins importante, sauf dans les cas où nous avions un joueur de sexe masculin qui jouait une investigatrice. Et alors là, curieusement, l'apparence devenait très importante et il maintenait un bon tirage pour son apparence. Mais là, je veux dire, halte à ce comportement machiste qui fait que les scénarios de jeux de rôle sont remplis de personnages joueurs féminins fantasmés. Pour l'avoir utilisé, donc effectivement, l'apparence était la moins... était la caractéristique des essais, c'était pas la seule. Alors souvent l'éducation quand même on mettait le maximum parce que l'éducation c'est de là que venaient les points de compétence derrière. Le pouvoir aussi parce que la santé mentale en dépendait, l'intelligence aussi. Alors après il fallait souvent sacrifier soit la constitution, c'est-à-dire avoir moins de points de vie, soit la force ou la dextérité. En fait, souvent la dextérité, parce que finalement, la dextérité, assez curieusement, quelqu'un peut avoir des fortes compétences, je ne sais pas, par exemple en sauter et en nager avec une faible dextérité. Ça peut être un défaut qu'on peut reprocher à l'appel de Cthulhu, c'est-à-dire qu'on peut avoir une dextérité déplorable et puis malgré tout avoir des grandes capacités de gymnaste, simplement parce qu'on a mis les bons points dans les compétences. Alors sachant quand même que, petit bémol, la compétence qui s'appelle esquive, elle a un montant de base. Alors précédemment, dans les éditions précédentes, c'était la dextérité x2. Là, dans la 7e édition, c'est la dextérité divisée par 2. Mais du coup, pour esquiver, il vaut mieux avoir une bonne dextérité. Ça vous coûtera moins cher en points de compétence. Ok, bon, imagine maintenant... donc on a fait une répartition, mais imaginons que nos tirages de dés soient pourris. Alors, il y a l'option de la deuxième chance, donc c'est l'option 1 du manuel de l'investigateur, qui est la possibilité de retirer un personnage si 3 caractéristiques sont inférieures à 50. Personnellement, et moi c'est aussi une option que je vous propose, c'est ce que je fais quand je fais des personnages pré-tirés. Je tire systématiquement 2 personnages et je garde mon préféré. Ça fait plus de tirages de dés, mais pour commencer un personnage, les tirages de dés à donf, c'est sympa. Puis au pire, le deuxième, tu t'en sers de PNJ ou de grouillot. Tu oublies ses caractéristiques. Il y a là aussi, si vous trouvez vos personnages un peu faibles, il y a une autre option qui est l'option dite du coup de pouce, qui est l'option 2 dans le manuel de l'investigateur, qui est de répartir un des 6 x 5 points entre les caractéristiques pour les augmenter. Alors là encore, je vais vous proposer une petite variante qui est inspirée de Donjons et Dragons d'ailleurs, mais qui peut être beaucoup utilisée, c'est de tirer des caractéristiques à 4d6 en gardant les 3 meilleurs dés, ou pour taille, intelligence et éducation à 3d6 et en gardant les 2 meilleurs et puis en rajoutant 6. J'ai même fait pire, j'ai même fait un tirage à 5d6 et tous les autres à 4d6 pour avoir des personnages un peu costauds. Là encore, quand on fait des
des campagnes un peu à la pulp, ou même des campagnes costauds comme les masques, c'est bien d'avoir des personnages qui soient un peu boostés. Alors cependant, je dirais, il faut se méfier parce que ils sont pas tellement joueurs à l'appel de Cthulhu, mais on les trouve beaucoup dans les jeux de fantasy. Il y a une race de joueurs qu'on peut appeler les optimisateurs. Après, il y avait un autre nom qui était un peu plus péjoratif. Je pense que tu le connais. Ouais, les gros billes. Les gros billes, ouais, voilà. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, cher maître de jeu, un groupe de joueurs qui va vous amener des personnages qu'ils auront tirés normalement et qui vont se retrouver avec des caractéristiques à 50, 60, 70. Et puis un autre joueur qui va vous expliquer qu'il a de la chance et que ses caractéristiques, c'est entre 70, 80, voire 90. Et puis souvent, ce genre de joueur qui a toujours de la chance au tirage des caractéristiques de ces personnages. Alors pourquoi pas, parce que honnêtement, les caractéristiques sont pas tant que ça importantes dans la peine de Cthulhu, mais ça peut agacer les autres joueurs tellement des fois c'est une évidence et après ça va se retrouver dans d'autres effets du jeu. C'est-à-dire que quand on est gros bill sur le tirage des caractéristiques, on a aussi tendance à être gros bill sur d'autres choses dans le jeu. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes à ce niveau-là, si vous avez des petites pépites à nous partager, faites-le en commentaire de la vidéo et puis du podcast. Et ça nous fera rigoler et puis on pourra discuter de ça. On pourra éventuellement aussi vous raconter nos expériences. Ouais, on en a connu des gros billes. Ouais, je sais pas. Peut-être pas tant que ça. Pas trop, mais... moi ça va. Ah si, moi j'ai des... Alors... on va aller plus loin dans les options, puisque là encore, la 7e édition nous propose une possibilité d'avoir un système d'achat. Donc c'est l'option 4 du manuel de l'investigateur. Tout simplement répartir 460 points entre les caractéristiques, avec au moins 40 en intelligence et en taille. Là justement c'est très bien contre les, si vous voulez éviter les optimisateurs, puisque du coup tout le monde est à la même enseigne, tout le monde a le même nombre de points. Alors avec le mauvais côté, c'est que systématiquement on risque d'avoir des joueurs qui vont avoir des très grosses caractéristiques, des très faibles caractéristiques, parce qu'ils auront sacrifié tous leurs points pour booster, pour mettre au maximum les caractéristiques qu'ils jugent importantes. Et enfin, une option qu'on a utilisée dans le live sur Twitch, dans Seul face aux flammes, qui est l'option qu'on trouve dans la boîte pour les débutants, dans la boîte d'initiation. Dans la boîte d'initiation, voilà, dans le kit d'initiation. C'est aussi l'option 5 du manuel de l'investigateur, qui est encore plus simple, c'est-à-dire qu'on va répartir les valeurs suivantes: 40, 50, 50, 50, 60, 60, 70 et 80. Donc, ce qui fait bien un total de 460 points. Ça favorise l'égalité, mais il n'y a plus d'éléments du hasard, donc il y a plus ce petit élément qui peut être rigolo. Ok, bon, après, on a déterminé de ces caractéristiques un peu plus physiques, mentales. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de mire ? Alors, il y a une caractéristique un peu particulière qui ne fait pas partie des 8 caractéristiques majeures, qui est la chance. Alors, la chance, c'est très simple. On tire la chance en tirant 3 dés à 6 faces et en multipliant par 5. Cette chance va vous permettre de réussir ou d'échouer à des jets de chance, mais également d'avoir des points de chance que vous pourrez utiliser pour réussir
de justesse des jets que sinon vous auriez raté. Il y a également l'âge. Il faut déterminer votre âge et en tirer les effets. Donc ça, c'est une règle récente. C'est une règle de la 7e édition. Alors, par exemple, dans le manuel de l'investigateur, vous allez trouver cette règle avec un joli tableau qui va vous indiquer les effets de l'âge, ligne par âge. Donc ça se trouve... Hop. Ah ben non, j'y étais pas. D'ailleurs, j'étais en train de regarder, mais la chance, c'est aussi une caractéristique qui arrive depuis la 7e édition. Et c'est vraiment intéressant. La chance, c'était existait déjà. Il y avait déjà des jets de chance dès la première édition, mais c'était le montant de la chance, c'était le même que celui de la santé mentale, c'est-à-dire le pouvoir x5. Donc la chance dépendait du pouvoir, alors que maintenant, il est devenu complètement indépendant. Et tu pouvais déjà dépenser des points de chance en première édition ? Non. Mais par contre, tu avais bien des jets de chance. Tu avais un jet de chance, ok. Là, ouais, c'est vrai que dans la 7e, le fonctionnement est un petit peu différent. On peut se retirer des points de chance pour faire passer des jets plus facilement, de façon raisonnable, en fonction du gardien. Je crois que ça avait déjà été proposé un petit peu avant, peut-être dès la 6e, ou peut-être dans des addendums sur les éditions précédentes, parce que c'est une règle qui m'a parlé quand je l'ai lu dans la 7e. Mais on va vérifier alors. Ouais, c'est à vérifier. Donc les modificateurs d'âge, vous allez les trouver par exemple à la page 43 du manuel de l'investigateur, où on voit que vous pouvez jouer un investigateur dès 15 ans, quoi. Un investigateur qui a entre 15 et 19 ans, ou un investigateur, alors la tranche à mon avis la plus utilisée, c'est de 20 à 39 ans. Et vous pouvez continuer ainsi jusqu'à jouer un investigateur qui a entre 80 et 89 ans. Alors, quel est l'intérêt de jouer un investigateur âgé ? C'est que vous avez des chances de commencer avec une éducation plus haute. Si par exemple, je veux faire un investigateur, mettons, on va dire 53 ans par exemple. De 53 ans, je vais faire 3 tests d'expérience en éducation. C'est-à-dire, je vais tirer un dé 100. Si je fais plus que mon éducation, je vais augmenter mon éducation d'un dé 10 points. Donc ça, je vais le faire 3 fois. Par contre, en contrepartie, à 53 ans, on a déjà un effet du vieillissement qui est évident. Donc on va retirer 10 points entre la force, la constitution et la dextérité, au choix. Hein. Ça peut être 3, 3, 4, ou ça peut être 10, ou ça peut être 5 et 5. Et on va réduire son apparence de 10 points, car petit à petit, les rides apparaissent sur votre visage, votre front se dégarnit et une barbe blanche commence à vous pousser sur le menton. Voilà, donc ce processus de l'âge, de la détermination de l'âge, il peut être considéré par certains joueurs comme un peu lourd. Donc moi j'aurais tendance à le considérer comme optionnel. Mais bon, ça peut vous donner un petit avantage avec quelques points d'éducation en plus qui seront utiles après pour les points de compétence. Enfin, il y a les valeurs dérivées. C'est-à-dire les valeurs dérivées, c'est des valeurs qui dérivent de vos caractéristiques. C'est par exemple l'impact. L'impact, c'est des bonus au dommage liés à votre force et à votre taille. Donc, par exemple, encore, je reprends mon manuel de l'investigateur et je vois que si ma force plus ma taille est comprise entre 125 points et 164 points, j'ai plus un des 4
au dommage quand je frappe au corps à corps, que ce soit en donnant un coup de poing ou en donnant un coup de couteau ou un coup de batte de baseball. Donc c'est pas négligeable. Nous avons une autre valeur dérivée qui dépend également de cette force et de cette taille, c'est la carrure. La carrure, c'est un bonus ou un malus pour vous entraver. Donc, si Woody Allen veut entraver Arnold Schwarzenegger, qui est beaucoup plus grand, plus carré et plus fort que lui, il aura un malus qui va prendre la forme d'un D-malus, voire de 2 D-malus, voire d'une impossibilité au-delà d'un certain niveau. Ensuite, les points de vie, qui sont la taille et la constitution divisées par 10. Donc là aussi, on est sur le même principe que dans les éditions précédentes, où c'était tout simplement la taille plus la constitution divisée par 2. Et enfin, les points de magie, qui sont quand même utilisés assez rarement, on peut le dire, mais ça peut arriver, qui sont égales au pouvoir x5. Alors, est-ce que pour nous aider, tu aurais la page de résumé dans les manuels comme ça? C'est vrai que oui, parce que effectivement, un listing comme ça, c'est un peu imposant. Et c'est vrai que maintenant, on l'a dit tout à l'heure, mais déjà à partir de la V5, on avait un petit récap. Ouais, tout est résumé dans une double page. Alors, dans le manuel du gardien de Sans détour, c'est à la page... Je vois que tu es en train de regarder pour Edge. C'est à la page... Je suis trop loin. C'est à la page 40 et 41. Pour la version chez Edge, l'aide-mémoire de création des investigateurs se trouve en page 50 et 51. Dans le manuel de l'investigateur, on a également une page récapitulative pour la création de personnages qui se trouve page 60 et 61. Voilà, et où voilà, vous avez toute la création des investigateurs en 11 étapes, y compris les étapes qui sont le plus, celles sur le profil et l'historique. Donc le plus, vous n'aurez pas tant à faire de jet de dés que ça, mais plutôt à prendre des décisions. Voilà, on en a fini avec les dés et les caractéristiques. Et vous avez maintenant devant vous une feuille de personnage où apparaissent déjà une image, une impression de son personnage, une impression physique et mentale et intellectuelle. Votre personnage n'est pas encore fini, mais vous pouvez commencer à réfléchir sur lui. Pourquoi est-ce qu'il est fort? Pourquoi est-ce qu'il est faible? Pourquoi il est agile ou pas? Pourquoi est-ce qu'il est intelligent? D'où lui provient son éducation? Est-ce que son pouvoir élevé a déjà eu des effets sur sa vie? Donc vous pouvez déjà ébaucher une réflexion sur ce qu'est votre personnage d'après les caractéristiques. C'est aussi là qu'il faut se poser la question de la validité de votre personnage, est-ce que il peut y avoir une logique dans ces écarts entre les caractéristiques. Alors bon, moi par exemple, je vais vous citer l'exemple d'un personnage prétiré que j'avais fait pour donner à des joueurs. Donc je les avais donné avec la description du personnage, son nom, un petit historique, et puis bien entendu toutes les caractéristiques, toutes les compétences.
Et j'avais un personnage qui était un étudiant à l'université d'Arkham, comme c'est original, à l'université Miskatonic à Arkham, comme c'est original, mais qui avait la particularité d'être un étudiant sportif, donc qui finançait une partie de ses études par le fait qu'il venait d'un milieu italien très populaire, et il finançait une partie de ses études parce qu'il était doué à la boxe. Au cours de l'aventure, le joueur à qui j'ai donné ce personnage me fait quand même remarquer que pour un boxeur, effectivement, il a un niveau de force qui est important, il a une bonne force, mais comme il a une taille très très basse, il n'a pas de bonus au dommage. Je lui dis, ben oui, mais tu sais, il y a des boxeurs, c'est pas forcément tous des poids lourds, ça peut être aussi des poids plumes ou des poids coqs. Et voilà comment c'est passé, mais après je me suis dit oui, c'est vrai que dans mon histoire, j'aurais quand même dû jeter un petit coup d'œil à la taille. De même, la dextérité qui est une compétence qui est parfois un peu méprisée. Si vous avez une idée de faire une sorte de cambrioleur à la Arsène Lupin et qu'il a une dextérité très très mauvaise, ça peut paraître bizarre. Je sais pas si toi aussi tu as des anecdotes à rajouter sur les compétences, sur des personnages à toi qui étaient... Non, là comme ça, du coup, la seule chose qui me vient, ce serait surtout de se dire, relisez bien vos fiches de perso avant de la finir, avant de la terminer. Je me souviens pas de personnages comme ça qui étaient comme je l'avais déjà dit dans d'autres émissions, mais c'est vrai que j'aime bien les pré-tirer et j'ai plutôt l'impression qu'en général ils sont assez équilibrés. En tout cas, ça m'a jamais choqué, quoi. Ta dernière création était assez réussie, parce que je me rappelle d'une jeune actrice allemande qui ressemblait beaucoup à Marlène Dietrich. Ah oui, c'est vrai. Et qui avait le niveau d'apparence qui allait avec. Donc, c'était pas du tout choquant. Ok, ben super. Donc là, notre fiche est complète en termes de tirage de dés, j'ai envie de dire. Mais il y a encore une grosse partie qui va devoir se compléter. Et pour ça, ça va faire l'objet de la deuxième partie de l'épisode. On vous remercie de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans la deuxième partie de l'épisode qui est, je le rappelle, consacrée à la création du personnage dans l'appel de Cthulhu. En attendant, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, allez-y. Ça nous aide, ça nous montre votre intérêt pour notre travail, ça nous encourage, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous raconter des anecdotes, ça nous fera super plaisir de les lire et de vous répondre.